Le véganisme, l'avenir d'une illusion. Chapitre 3. Tous les maux, imaginés et inimaginables, ont été justifiés par le mot compassion. Les végétaliens déversent de la peinture rouge sur les convives d'un restaurant au hasard et ne comprennent pas pourquoi le public n'y voit pas un acte de compassion pour les victimes. De la même manière que les manifestants anti-avortement déversent de la peinture rouge sur les médecins et les infirmières. Donner une voix aux sans-voix, selon le même idiome que les végétaliens utilisent lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, avec une incompréhension sincère quant à la raison pour laquelle le grand public ne les considère pas comme compatissants, plutôt que comme dangereux. Le génocide de nations, de cultures et de langues entières a été perpétré au nom de cette compassion, non pas pour les gens tels qu'ils étaient réellement, mais pour les aider comme les missionnaires pensaient qu'ils devaient l'être. Non pas pour la réalité évanescente de simples femmes et hommes, mais pour le bien de leurs âmes immortelles. Ethical way to kill and eat someone who does not want to die. What good on you and their desire to live and their desire to be free? They are no different. Yeah, I mean, the vast majority of the work that we do is not going out It's all like, the way in. like what, like chaining yourselves to things and Yeah. stuff like, yeah? Absolutely. Yeah. Yes. We've done civil disobedience before outside of slaughterhouses and factory farms, and we're going to do more of And you it. can get arrested for that, right? I mean, I'm down for it. Le schéma est sensiblement le même en dehors de la sphère explicitement religieuse. Nous n'aidons pas les gens à réaliser leur véritable désir lorsque nous faisons preuve de compassion à leur égard. Nous n'aidons pas un alcoolique à s'enivrer, par exemple, ni une anorexique à maigrir, ni un kleptomane à s'en sortir par le vol. Au contraire, nous les aidons à atteindre ce que nous pensons qu'une personne idéalisée devrait désirer dans les circonstances où elle se trouve, même si cela est diamétralement opposé à ce qu'elle désire elle-même. Si la rédemption du voleur nécessite une peine de prison, nous croirons volontiers que témoigner contre lui pour garantir son emprisonnement est la chose à faire par compassion, parce que notre compassion n'est pas pour le kleptomane en tant que personne réelle, elle est plutôt dérivée de la notion fixe de rédemption que nous avons établie dans nos propres esprits. En ce qui concerne les membres de notre famille, nos employeurs, nos collègues, etc., chacun d'entre nous a une idée précise de la meilleure personne que tous les autres devraient devenir grâce à une conversion quelconque. Et cela peut ne pas signifier quelque chose d'aussi précis et vérifiable que la conversion à une nouvelle religion, à un nouveau parti politique, ou à un nouveau credo, comme le véganisme. Cela peut être aussi vague qu'un souhait tacite. Si seulement il pouvait partager mon sens de l'intégrité, nous n'aurions pas ces problèmes au bureau, ou autour de la table du dîner familial, selon le cas. Si nous avons un tant soit peu d'imagination, nous sommes accablés par 8 milliards de fictions de ce type. Nous vivons avec la certitude, bien que totalement fausse, que tous les autres devraient être meilleurs, même si nous nous sentons impuissants à le devenir nous-mêmes. La compassion devient une contrainte. Les valeurs d'une personne sont imposées à celles d'une autre. Même s'il s'agit simplement d'obliger un alcoolique à devenir sobre, la personne compatissante étant tout à fait certaine d'agir dans l'intérêt supérieur de la personne dont la volonté est annulée et étouffée dans la lutte qui s'ensuit. L'idée cruciale est que nous savons qui quelqu'un d'autre devrait être, alors que lui ne le sait pas. Nous savons ce qu'il devrait désirer, et nous le désirerons pour lui, en appelant cet étrange décalage d'intention compassion. Il se peut que nous les interrompions au milieu de leur poursuite de choses égoïstes, irrationnelles et à courte vue, lorsque notre compassion nous pousse à les aider, contrairement à leur intérêt personnel, mais conformément au nôtre. Et de manière assez hypocrite, nous ne pourrions pas du tout considérer cette relation comme de la compassion si nos positions étaient inversées. Si un alcoolique me force à me détendre et à boire un verre pour mon propre bien, je serais aussi étonné de sa prérogative qu'il le serait de la mienne si je devais le forcer à devenir sobre, bien que je reste complètement attaché à l'illusion que ce serait également pour son propre bien. Ainsi les massacres sont rendus invisibles à ceux qui les commettent par la compassion. Les actes de terrorisme et de cruauté sont rendus aimables par ce même mode de raisonnement. Mettre un toxicomane en prison peut être la chose à faire par compassion selon une personne, alors que fermer la prison et libérer tous les toxicomanes peut sembler plus compatissant selon une autre. L'emprisonnement, l'exil et l'exécution peuvent tous être justifiés par la compassion. C'est un concept dangereux
habillé de distractions anodines, comme une épée enveloppée dans du papier d'étagère. Vous risquez d'autant plus de vous couper que vous ne pouvez pas voir sa vraie forme, ni sur quelle extrémité vous posez vos mains. Ce que le référendum est pour la dictature moyenne, la compassion l'est pour l'activiste. C'est un plébiscite corrompu avec un seul électeur. La question de la compassion est moins mystérieuse que ce que la plupart des gens prétendent, franchement. De la même manière que la sexualité humaine est moins mystérieuse que ce que la plupart des gens veulent qu'elle soit. Débarrassée de son caractère mystique, que reste-t-il si ce n'est la relation la plus simple possible entre deux mammifères? L'amour est bien plus simple que la relation entre un prédateur et sa proie, et c'est peut-être la raison pour laquelle tant de cultures, y compris même les Français à notre époque, tentent de glamouriser la romance en la faisant ressembler à la chasse. La compassion est encore plus simple, et c'est pourquoi nous insistons pour philosopher à son sujet d'une manière si absconse qu'elle en devient incompréhensible. Revêtue d'une complexité étrangère, nous n'avons pas à voir nos propres corps nus et nos intentions encore plus nues dans l'une ou l'autre de ces deux sortes de relations. Vous serez réticent à l'entendre, mais je vais vous le prouver sans faire appel à un fait, une théorie ou à un concept que vous ne connaissez pas déjà. Supposons que nous organisons 5000 athlètes dans 5 camps d'entraînement différents, du plus compatissant au moins compatissant. Oh oui, pour cette expérience hypothétique, nous devons imaginer que la compassion est quelque chose que nous pouvons tester et quantifier, sans entrer dans la définition de ce que pourrait être la compassion objectivement mesurée. Je vous invite à imaginer qu'une simple goutte de sang pourrait être prélevée sur le doigt de chaque athlète pour établir leur niveau de compassion comme un fait palpable, afin que nous ne dépendions pas de questionnaires ou de l'avis de psychiatres. Imaginez-vous que les 1000 athlètes les plus compatissants seraient les meilleurs athlètes? Seraient-ils les plus intelligents, les plus travailleurs, les plus disciplinés, les plus ambitieux ou les plus compétitifs? Même à ce premier stade, le plus simple de notre expérience hypothétique, vous devez admettre qu'il n'existe aucune relation positive entre la compassion et l'une ou l'autre de ces autres vertus. Culturellement, nous prétendons que la compassion est la vertu la plus importante, mais en fait, elle ne produit aucune des autres et ne peut pas non plus servir de substitut à l'une d'entre elles en cas de coup dur, n'est-ce pas? Si vous êtes extrêmement intelligent, cela peut ou non produire la caractéristique d'être travailleur, mais l'intelligence peut être un substitut au travail dans une certaine mesure. Un génie paresseux peut accomplir un travail particulier en moins de temps qu'un imbécile ayant une bonne éthique de travail. Inversement, le fait d'être travailleur peut ne pas produire la caractéristique d'être intelligent, mais il peut s'y substituer, dans une certaine mesure, à certaines occasions. Un étudiant assidu, mais stupide, qui lit les livres d'histoire de manière approfondie et répétée, peut être en mesure de surpasser un étudiant beaucoup plus brillant qui n'est pas du tout motivé pour faire ses lectures. Si l'on considère l'intelligence et l'éthique du travail, peut-on s'imaginer que la compassion peut se substituer à l'une ou à l'autre? Non. Il est difficile d'imaginer qu'un sport soit dominé par les athlètes les plus compatissants, alors qu'il est facile d'imaginer que beaucoup des meilleurs athlètes sont plutôt froids, impitoyables et dotés de caractéristiques qui sont à peu près à l'opposé de la compassion. Certains de mes lecteurs voudront peut-être imaginer que la répartition de la compassion entre les gagnants et les perdants est aléatoire. C'est-à-dire que ce trait de caractère n'est corrélé ni à des avantages ni à des désavantages compétitifs, de sorte que nos 5 groupes d'1 millier d'athlètes réalisent à peu près le même niveau de talent, de compétence et d'intensité. Il s'agit d'une hypothèse généreuse. Si nous étions moins généreux, nous serions prêts à dire que les athlètes les plus compatissants se retrouveraient de manière disproportionnée parmi les perdants. La compassion n'est associée à aucun trait offrant un avantage, alors que les caractéristiques inverses sont presque la définition de l'esprit de compétition. How old are you? I'm 12. Wow, you know a lot about this stuff for a 12-year-old. Il ne s'agit pas de science, mais d'anthropologie. Ce que nous considérons dans notre culture comme jouer pour gagner est incompatible avec notre notion de compassion. La poursuite de l'excellence dans n'importe quel domaine, même les plus non-violents comme l'architecture, n'est jamais considérée comme de la compassion. Elle est toujours perçue comme de l'orgueil démesuré, même si les hommes et les femmes ambitieux parmi nous insistent sur leurs motivations humanitaires ou leurs objectifs altruistes. L'orgueil démesuré est notre défi aux faibles attentes que nos familles et nos contemporains nous imposent.
mal perçu comme un défi odieux. Vous savez, les végétaliens ne sont pas le premier mouvement social à s'imaginer plus compatissant que les autres. Dans la plupart des grandes religions, y compris certainement les catholiques, les hindous et les bouddhistes, il s'agit d'une idée très répandue. Then I want you to watch that speech at the top, which is called The Best Speech You Will Ever Hear. It's free to watch on YouTube. It's by a guy named Gary Yourofsky. I love ALF, but I don't agree with them in being nonviolent. It's going to be in the very near future that somebody busts into a slaughterhouse or a vivisection lab with guns and they tell the slaughterhouse workers, you take those knives off those pigs' throats right now or I'm going to shoot you. Si nous acceptions l'hypothèse non prouvée que les végétaliens sont réellement extraordinairement compatissants, pourrions-nous peut-être admettre que cela n'a été qu'un désavantage pour notre cause? Pourrions-nous associer cette vantardise creuse sur notre prétendue compassion à l'aveu brutal que nous n'avons pratiquement rien accompli au cours des 20 dernières années et que c'est peut-être parce que les athlètes les plus compatissants ne sont ni les plus rapides, ni les plus rusés? À l'inverse, nous pourrions nous débarrasser complètement de cette prétention et admettre que nous nous considérons plus compatissants pour les mêmes raisons que les catholiques. Au sein de notre propre groupe, nous savons comment donner et recevoir les signaux culturels qui sont interprétés comme de la compassion. Les catholiques savent comment faire part de leurs bons vœux à d'autres catholiques. Ils savent, au sein de leur propre culture et sous-culture, comment communiquer leur inquiétude, leur bienveillance, leur appréciation, leur remords, leur culpabilité et une centaine d'autres signaux. Ces indications subtiles pour être une bonne personne qu'ils pratiquent depuis leur naissance deviennent soudain inutiles lorsqu'ils se retrouvent dans une culture suffisamment étrangère. La langue et la culture cri sont en train de disparaître de cette terre, mais, jusqu'à récemment, elles fournissaient un exemple utile de ce type. Les expressions faciales et la manière de parler que les cris utilisaient pour indiquer qu'ils étaient sérieux et qu'ils prenaient la question au sérieux étaient systématiquement mal interprétées par les Canadiens blancs comme indiquant la malhonnêteté et la dérobade. Un anthropologue s'est plaint que leur coutume de regarder le sol en silence après avoir posé une question l'empêchait de les payer à l'heure pour les entretiens qu'ils menaient. Cependant, lorsqu'il interrompait leur silence et les incitait à répondre plus rapidement, les cris s'en offusquaient. Leur long silence ne leur permettait pas seulement de réfléchir à la réponse, mais indiquait également qu'ils prenaient la question au sérieux et qu'ils y répondraient sérieusement. De nombreux juges et officiers de police canadiens blancs ont réagi à ce même comportement comme à une preuve certaine de mensonge. Refuser le contact visuel, en regardant par terre, avait une autre signification dans le contexte culturel qui avait conquis et enveloppé les cris. À l'autre extrême du spectre culturel, les Yéménites sont connus pour répondre immédiatement, avant même que la question ait été pleinement énoncée, afin de montrer leur sérieux, alors qu'une réponse après une pause semblerait évasive de leur point de vue. Lorsqu'un catholique trouve qu'un autre catholique est compatissant, cela signifie simplement qu'il connaît les signaux et les rituels sociaux qui seront interprétés par ses coreligionnaires comme indiquant de la compassion. Inexorablement, le groupe intérieur se considère comme plus compatissant que le groupe extérieur simplement en raison de cette dynamique. Et les végétaliens se font encore plus d'illusions à ce sujet, simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas à quel point ils ont déjà créé leur propre ersatz de sous-culture avec ses propres rituels subtils et ses signaux codés. Et si nous n'étudions pas 5000 athlètes, mais plutôt 5000 étudiants qui se préparent à passer leurs examens finaux en économie pour entamer leur carrière sur le marché boursier? Si nous suivions leur carrière, pensez-vous que les étudiants en économie les plus compatissants deviendraient les analystes et les financiers les plus performants? Si vous imaginez un si grand nombre d'étudiants, chacun étant classé avec précision en fonction de son degré de compassion, pensez-vous que vous constaterez que les étudiants les plus compatissants sont aussi les plus intelligents, les plus travailleurs, les plus disciplinés, les plus ambitieux ou les plus compétitifs? Et s'il s'agissait d'étudiants en médecine, et que nous suivions leur carrière de médecin après qu'ils aient passé le test? Avez-vous déjà parlé à un médecin qui était sincèrement compatissant, mais qui vous a fait craindre pour votre propre vie parce que vous pouviez voir que c'était un imbécile incompétent? Inversement, avez-vous déjà parlé à un médecin qui était froid et antipathique à votre égard, mais qui vous a néanmoins donné la certitude que votre vie était entre les mains d'une personne brillante,
travailleuse, hautement compétente, exigeant les normes d'excellence les plus élevées pour elle-même et pour les autres, etc. Devrais-je également proposer de créer un camp d'entraînement militaire, avec 5000 nouvelles recrues réparties en 5 cohortes, etc., pour tester l'hypothèse selon laquelle les recrues les plus compatissantes deviennent ou non de meilleurs soldats? La vérité est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée. Nous sommes tous gênés d'admettre que ni la marine, ni l'armée de l'air ne sont intéressés à trouver les recrues les plus compatissantes, et ce parce que cette caractéristique n'est pas corrélée à d'autres capacités qui comptent de manière palpable. Qu'il s'agisse d'un bon chirurgien ou d'un bon tireur d'élite, il n'y a aucune raison de supposer que les personnes les plus compatissantes seront les plus compétentes. La personne qui est objectivement la plus compétente dans sa tâche ou la plus intelligente dans son analyse peut très bien être la moins compatissante, alors que les personnes totalement incompétentes peuvent être capables de susciter en nous ce sentiment de reconnaissance de la compassion. Si nous pouvions déterminer l'intelligence d'une personne en analysant une goutte de son sang, ce qui est absurde à imaginer, même dans le cadre de la science-fiction, nous supposerions volontiers que les étudiants les plus intelligents obtiendront de meilleurs résultats dans l'armée, en médecine, à la bourse et même, dans une certaine mesure, dans le sport de compétition. Nous nous attendrions à ce que les 1000 stagiaires les plus intelligents surpassent de manière disproportionnée les 4000 autres dans chacune de ces expériences, et nous serions surpris si la répartition de l'intelligence entre les gagnants et les perdants s'avérerait simplement aléatoire, c'est-à-dire si elle n'était pas corrélée à un quelconque avantage dans la pratique. Pourquoi supposons-nous que la compassion est une vertu si nous ne pouvons même pas imaginer qu'elle nous donne le moindre avantage dans l'un ou l'autre de ces scénarios? Je vais vous dire pourquoi. L'une des épreuves essentielles pour la Légion, les entretiens de motivation. C'est au tour de l'hymne de passer devant le patron de cette sélection. Do you know the salary in Foreign Legion? No, sir. It's about 1,000 euro per month. Yes, sir. I'll be more than happy with that Is much. it enough for you? Yes, sir. More than enough. Le deuxième entretien, cette fois-ci avec un psychologue. Do you have in past problem with police? Yes, sir. What problem? I had a problem where a couple years last year, I had to help out my friend. He got into a fight with a couple of guys, and he was drunk. And I was in the car with him, so I came out with a baseball bat, and I hit a couple of the guys that were beating him up, and I got arrested for that, sir. Do you make prison? Yes, sir. How many time? 1 year. La compassion n'est ni plus ni moins réelle que la luxure. Lorsque nous parlons de la compassion comme d'un trait qui existe objectivement chez les autres, nous parlons d'une apparition aussi absurde que de percevoir notre propre amour pour quelqu'un d'autre comme existant objectivement dans son corps, comme s'il s'agissait de son rein ou de son âme. Nous peignons le monde avec nos désirs, puis nous le voyons partout dégouliner de l'intérieur. Nous pouvons percevoir ce que nous ressentons pour quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait de son attribut physique, tout comme le nationalisme est incarné par une rivière, ou la mythologie habite une montagne, et la fierté peut naître ou être investie dans pratiquement tout ce que nous fabriquons ou achetons, pour ensuite être vue et ressentie dans ces choses, comme si elle y avait toujours existé. Cette façon de penser apparaît assez souvent dans la mauvaise poésie, mais ce que j'aime chez quelqu'un d'autre reste simplement mon propre sentiment. Ce que j'apprécie chez lui ou que je n'apprécie pas n'est que mon jugement ou mon opinion. La compassion est une sorte de désir. Elle n'est pas aussi spécifique que le désir d'une relation sexuelle, mais c'est un instinct de mammifère qui n'est ni meilleur ni pire que ce simple désir. Culturellement, nous sommes conditionnés à prétendre que les seuls instincts avec lesquels nous sommes nés sont la lutte pour la survie et la séduction pour la reproduction de l'espèce, mais nous avons d'autres instincts liés à l'organisation sociale. Essayer de savoir si l'on peut faire confiance à quelqu'un, par exemple, est un premier pas vers la formation d'une sorte de tribu, même si cet objectif, à son tour, ne sert pas à un but plus noble que la survie et la reproduction. Lorsque les femmes me perçoivent comme quelqu'un de compatissant, cela ne signifie pas qu'elles veulent me séduire, ni qu'elles veulent que je les séduise.
Cela signifie que nous avons entre nous une base non spécifique pour une certaine forme de relation. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une personne qui vous a aidé, véritablement, avec une aide matérielle lorsque vous étiez dans le besoin, mais que vous n'avez pas du tout perçue comme étant compatissante? C'est parce que vous n'avez pas ressenti cette étrange sorte de désir pour cette personne. Inversement, si vous aviez désiré quelqu'un qui vous tenait la main sans rien faire pour vous aider, alors que quelqu'un d'autre, peut-être un médecin ou une infirmière que vous méprisiez, était celui qui vous aidait réellement, vous auriez néanmoins considéré cette personne comme compatissante simplement parce qu'elle vous tenait la main. Les maillots de bain ne sont pas sexy. Les gens sont sexy. Certaines personnes nous semblent sexy lorsqu'elles portent un maillot de bain. C'est une erreur d'attribuer le sex appeal au maillot de bain lui-même, bien que, encore une fois, poétiquement, nous parlons souvent ainsi, même dans la meilleure musique rap. Il y a une erreur similaire à considérer la compassion comme une entité réelle, qui est soit à l'intérieur des personnes, comme le sex appeal, soit qui les habille, comme un maillot de bain, ou peut-être comme une armure. Je n'affirme pas que la compassion est entièrement chimérique, et c'est pourquoi je la compare sans cesse à l'amour, au désir et au sex appeal. Lorsque nous disons que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, cela ne signifie pas que chaque observateur est capable de trouver beau n'importe qui et n'importe quelle personne. Il ne s'agit pas de dire que la beauté est arbitraire, mais simplement que je suis l'arbitre. Chacun de nous est l'arbitre de toute personne qu'il perçoit comme étant compatissante, et en dehors de cette perception, il y a très peu de réalité objective à ce phénomène. Mais j'admets qu'il y en a une partie. J'ai connu un homme atteint d'une déficience du système nerveux qui le faisait trembler, interrompant parfois son discours. Dans le contexte d'une guerre, il serait facile d'imaginer qu'il serait perçu comme un lâche, même s'il était courageux. Dans le contexte d'une situation exigeant les signaux culturels qui connotent la compassion, il serait désavantagé par rapport à quelqu'un qui pourrait garder une main et un regard stable. Une personne ayant vécu avec lui pendant des années et s'étant habituée à son ensemble unique de signaux, sa façon de parler, de faire des gestes, etc., malgré les interruptions causées par son état de santé, pourrait le percevoir comme étant compatissant, alors qu'un étranger, dans les mêmes circonstances, ne le percevrait pas. Mais cela n'est ni plus ni moins significatif que de dire qu'une femme pourrait tomber amoureuse de lui et, à ses yeux, son comportement commencerait à sembler normal et son handicap deviendrait invisible avec le passage du temps. Percevoir quelqu'un comme compatissant n'a rien à voir avec l'aide qu'il vous a apportée et tout à voir avec votre désir d'avoir une relation avec lui, bien que le type de relation ne soit pas le même que le désir charnel. Vous pouvez détester l'entraîneur de gym ou le professeur qui vous a le plus aidé, alors que vous pouvez percevoir comme compatissant celui qui vous a le moins aidé, simplement parce que c'est celui avec lequel vous voudriez, hypothétiquement, être ami ou faire partie de votre tribu à un certain niveau instinctif. Nous en revenons donc à l'idée centrale du mouvement vegan. Nous nous imaginons si différents des manifestants anti-avortement et des missionnaires chrétiens, mais nous sommes, au contraire, discrédités par le même type de compassion et, assez rapidement, par le même type de violence. Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet? What is worth more, art or life? N'oublions jamais que l'impérialisme était justifié par la compassion. L'idée que les peuples conquis devaient vivre une vie meilleure semblait aller de soi pour les conquérants, qui ne s'intéressaient absolument pas aux concepts indigènes de ce qui pouvait être meilleur ou pire, considérant au contraire leur propre perspective éclairée comme une certitude scientifique, même si, rétrospectivement, nous la considérons aujourd'hui comme un ersatz de religion. Mes collègues végétaliens estiment que leur propre modèle de vie meilleure est une certitude scientifique et essaient donc d'obliger tout le monde à s'y conformer ou à s'y conformer selon le cas. Tout comme les missionnaires chrétiens, ils ne comprennent absolument pas pourquoi ils ne sont pas considérés comme compatissants lorsqu'ils forcent les autres à faire quelque chose contre leur gré, croyant que cette contrainte est entièrement au bénéfice du contraint, sans jamais se préoccuper d'imaginer la perspective opposée. Tuer des chiens errants relève de la compassion selon les uns, alors que refuser de les tuer et les choyer jusqu'à ce qu'ils meurent est considéré comme de la compassion par les autres.
Chaque camp considère l'incapacité de l'autre à reconnaître sa propre norme de compassion avec une incompréhension totale. Et, bien sûr, cette division existe au sein du véganisme, mais elle existe aussi à la plus grande échelle en distinguant les véganes des omnivores. De la même manière, pendant nos longs millénaires d'impérialisme, le processus de conquête et d'assimilation n'était jamais dépourvu de compassion. Les barbares étaient contraints de rejoindre les rangs des vrais civilisés pour leur propre bénéfice, et le bénéfice, comme la notion fixe de compassion, n'était pas considéré comme une ombre projetée par nos passions, comme la luxure par rapport à la beauté, etc., mais était perçu comme quelque chose d'objectivement réel. Forcer les peuples conquis à apprendre l'anglais, les forcer à lire la Bible en anglais inexplicablement, bien que ni Dieu ni Jésus n'aient une haute opinion de cette langue étrangère, les forcer à prier et finalement les forcer à se battre dans nos armées pour conquérir d'autres barbares, répétant ainsi le processus, était motivé par une compassion tout aussi sincère et tout aussi chimérique que la compassion de mes compagnons végétaliens qui marchent sur la terre aujourd'hui. Les conquérants se consolaient en se disant que les peuples conquis ne gémiraient pas et ne souffriraient pas si seulement ils savaient, c'est-à-dire si seulement ils partageaient le point de vue éclairé des conquérants. C'est la conviction la plus stupide et pourtant la plus répandue en sciences politiques. Si seulement vous étiez d'accord avec ma conception de ce qui est dans votre intérêt, vous ne remarqueriez pas que son imposition vous cause du tort, ou même qu'elle implique que vous devriez cesser d'exister avec votre langue, votre culture, vos valeurs, votre style de vie et votre nation. Les Mongols, s'ils étaient privés de viande et d'alcool, cesseraient d'être des Mongols. S'ils cessaient de trouver des excuses pour manger de la viande et boire de l'alcool, dans un sens moins radical que la disparition des peuples indigènes du Canada, la Mongolie cesserait d'exister. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour dire la même chose des cultures européennes, et il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour admettre que les végétaliens conspirent pour provoquer un tel changement qui mettrait fin à la civilisation sur tous les continents. Il m'est facile de dire que la culture mongole est plus que de la viande et de l'alcool, ou que la culture allemande est plus que de la viande et de l'alcool, mais c'est tout aussi stupide que les missionnaires chrétiens qui pensaient sincèrement que la culture créée s'épanouirait après qu'ils se soient convertis au christianisme et aient commencé à ne parler que l'anglais, refusant de reconnaître que cette conversion entraînait l'extinction de leur culture. Si je dis que je préserve ce qu'il y a de meilleur dans la culture mongole, tout en détruisant ce qu'il y a de pire, et ainsi de suite pour la culture allemande, la culture suédoise ou la culture argentine, je n'ai fait qu'adopter la mentalité missionnaire d'une idéologie étrangère. Du point de vue des indigènes, les Allemands étant indigènes en Allemagne, etc., c'est précisément la viande et l'alcool qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est autour de ces plaisirs insignifiants que tourne toute leur culture. Au lieu de nous étonner qu'ils ne considèrent pas nos tentatives de les détruire comme de la compassion, nous devrions nous étonner qu'ils n'essaient pas de nous détruire également. Je peux percevoir leur plaisir comme dénué de sens, de la même manière que les pieux chrétiens percevaient les plaisirs des païens comme dérisoires et sordides comparés aux plaisirs de l'âme. Mais du point de vue païen, de mes adversaires mangeurs de viande et buveurs d'alcool, il s'agit du seul plaisir qu'ils puissent jamais connaître. C'est tout le sens que leur vie peut avoir. Pendant tant de siècles, bouddhistes et chrétiens ont été heureux de vous interroger, de vous torturer, de vous emprisonner et finalement de vous tuer au nom de votre propre karma. La compassion consiste à vous punir pour vos crimes maintenant afin que vous ne subissiez pas de conséquences bien pires dans l'au-delà. Pensez-vous que nous serons moins bernés au siècle prochain lorsque ce ne seront plus les conséquences impalpables de l'au-delà que nous essaierons d'éviter, mais les conséquences bien plus tangibles du réchauffement climatique et de la souffrance de milliards d'animaux d'élevage? Si une histoire sans fondement dans un livre d'images peut constituer la base du fanatisme de l'âge des ténèbres sur tant de continents différents, pensez-vous que nous serons moins fanatiques dans notre nouvelle religion, maintenant que nous avons des preuves vidéo des horreurs dans les abattoirs au lieu de peintures sfumato d'un enfer intangible, et des mesures scientifiques des niveaux de carbone dans l'atmosphère au lieu d'une interprétation numérologique du rêve d'un prophète pour prédire la fin du monde? La notion de compassion, objectivement réelle, est toujours une sorte de mythe liant une cause à un effet.
Si nous croyons vraiment que vous tuer réduira le nombre d'années que vous passerez en enfer après votre mort, de cette petite graine de foi germera un système éthique élaboré faisant passer des atrocités innommables pour de la compassion parfaite. Si nous croyons que les sacrifices humains changeront le temps et mettront fin à une sécheresse, amèneront la pluie, etc., alors il semble parfaitement compatissant de tuer n'importe quel nombre de personnes pour aider les autres. Ces exemples ne sont pas hypothétiques, ils ont motivé et défini le comportement humain pendant des siècles sur de vastes continents. L'irrationnel est perçu comme rationnel parce que nos désirs subjectifs sont perçus comme des faits immuables. Le véganisme marque le début d'une nouvelle tyrannie, plus terrible que celle de l'âge des ténèbres, précisément parce que la mythologie de la cause et de l'effet, du péché et de la punition peut être démontrée comme étant physiquement vraie ici et maintenant. Pensez aux peu de preuves que les témoins de Jéhovah ont pu rassembler pour prouver que le monde était sur le point de s'écrouler, et regardez maintenant l'ampleur de la stupidité que leur petite secte sordide a inspirée. Dans les 100 prochaines années, le véganisme sera pire que le siècle dernier des témoins de Jéhovah et des Mormons réunis. Aucune autre secte n'est aussi convaincue de la réalité de sa notion de l'enfer. C'est pour cette même raison que les végétaliens s'illusionnent totalement en pensant que leur notion de compassion est réelle. C'est pour cette même raison qu'ils tueront pour cela, se percevant eux-mêmes comme des êtres compatissants. Deux idées fausses étroitement liées concernant la philosophie européenne préfigurent et encadrent ce problème. La première est que la philosophie elle-même vous rendra astucieux et dangereux, alors qu'en fait, elle vous apprendra à être un imbécile fat, mais à vous satisfaire de votre propre fatuité, et par conséquent, les départements de philosophie n'ont jamais été les laboratoires de la Révolution, ni même les tournois de balles aux prisonniers de la Révolution. La seconde est que la meilleure façon de progresser dans le monde, ou d'apporter un changement radical, qu'il soit progressif ou non, est de commencer avec un tableau blanc et de le remplir avec une philosophie grandiose. L'hypothèse est que nous devons commencer par de grandes idées et les mettre en œuvre dans une série d'étapes qui sont subsidiaires à la philosophie inscrite sur le tableau. La réalité est tout autre. La Révolution américaine a réussi parce qu'elle n'avait pas de philosophie et, inversement, dans la mesure où elle avait une philosophie, c'est là sa plus grande faiblesse. La philosophie est une limite, les hommes d'action n'en ont pas. La compassion est une limite, les hommes d'action n'en ont pas. La philosophie de la compassion est une limite. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les végétaliens ont accompli si peu de choses au cours des 20 dernières années. Regardez les pathétiques incels, dont le pathétique mouvement politique est à jamais défini par les atrocités scandaleuses commises par quelques-uns de leurs adhérents les moins cohérents. Regardez les néo-primitivistes, dont l'importance sociale est à jamais définie par les attentats terroristes perpétrés par un seul homme, Unabomber. En revanche, comparez la façon dont nous ignorons les atrocités commises par George Washington. Songez à toutes les sournoiseries que l'on peut attribuer à Napoléon, dont les Français se souviennent pourtant comme d'un ange, plus encore que Washington n'est glorifié par les Américains. Dans quelle sorte d'histoire pensez-vous que les végétaliens de notre siècle s'inscriront ? Ce n'est qu'une question de temps, jusqu'à que quelqu'un, quelque part, suive les conseils de Gary Yourofsky et prenne un fusil au nom du véganisme. Peut-être cette personne sera-t-elle aussi incohérente que les tueurs incels dans leur manifeste, peut-être aussi prolixe que l'Unabomber dans sa cellule de prison où il continue à publier de nouveaux tomes. Et après, qu'est-ce qui suivra ? Que restera-t-il de notre mouvement une fois qu'il sera indissolublement associé à un fou comme Elliot Rodger ou Alec Minassian ? À quel point le monde serait-il différent aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une conspiration manifeste pour effacer toute trace de Nassim Sabs sur Internet afin de dissuader les tueurs-copieurs en quête de célébrité après qu'elle a tenté de perpétrer un massacre au siège de YouTube? Her specific style of videos made her relatively famous among Iran's growing YouTube and Instagram influencers. For instance, one showing a rabbit where she explains the differences between vegetarianism and being vegan. In another video, she explains the benefits of eating a papaya. On aurait pu se souvenir d'elle comme de la tueuse végane de notre génération, mais tout son catalogue de vidéos YouTube a disparu, ainsi que ses sites web, etc.,
avant qu'il ne puisse faire l'objet d'une moquerie généralisée. Aujourd'hui, son nom est oublié et sa tentative de massacre n'est même pas une note de bas de page dans l'histoire, contrairement à l'infamie durable d'Elliot Rodger. Bien sûr, cette infamie est alimentée par la peur. Il est raisonnable que les gens aient peur du prochain Elliot Rodger, mais il est encore plus raisonnable de craindre le prochain Nazim Sabs. Cela se reproduira encore et encore, jusqu'à ce que la violence cesse d'être considérée comme l'exception à la règle et devienne au contraire le stéréotype qui discrédite l'ensemble du mouvement. De la même manière qu'Alek Minassian discrédite les incels, de la même manière que Luna Bomber discrédite les néo-primitivistes, etc. Je sais ce que vous pensez. Vous vous demandez si je n'ai pas l'espoir que nous puissions nous retrouver dans l'autre catégorie, avec George Washington et Napoléon Bonaparte. Pourrions-nous, nous aussi, être comptés parmi les héros de l'histoire dont les péchés sont lavés par la sympathie rétrospective? C'est impossible pour les végans de la même manière que pour les manifestants anti-avortement. C'est notre notion de compassion qui nous rend méprisables. C'est l'idée moralisatrice que nous faisons du mal aux autres pour leur propre bénéfice qui nous rend intolérables. Même si le mal que nous faisons est aussi mineur que d'abîmer un manteau de fourrure avec de la peinture rouge ou de gâcher le calme d'un repas au restaurant avec des pancartes et des chants, les gens peuvent respecter l'égocentrisme rapace de dirigeants comme Napoléon parce qu'ils ont fait des choses terribles pour leur propre bénéfice. Ce qui rend les personnes compatissantes intolérables, quelle que soit la religion qu'elles prêchent, c'est qu'elles agissent avec la conviction qu'elles aideront les mêmes personnes qu'elles détruiront.